Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors le projet de loi Asile et Immigration porté par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a été adopté à l'Assemblée hier soir, rejeté par l'opposition de gauche, rejeté par l'opposition de droite et l'extrême droite. Finalement, ça montre que c'est un texte assez équilibré. C'est vrai que ça arrange le gouvernement, mais c'est-à-dire que non, c'est un texte de continuité. Il n'y a pas grand-chose en réalité dans ce texte. On a fait toute une histoire et même quelques sketchs. Moi, j'ai vu s'étriper les pour et les contre, alors que quand on regarde, il n'y a rien qui puisse assurer une régulation importante de l'immigration, alors qu'il faudrait mettre en place les outils, que ce soit des frontières nationales, que ce soit la reprise en main de notre politique migratoire. Il y a quand même des mesures coercitives, par exemple la réduction du délai d'appel quand le dossier sur le droit d'asile a été rejeté, par exemple le délai en matière de rétention administrative qui est allongé. Enfin, oui, mais ça, c'est le en même temps macroniste. On met un petit curseur par-ci à cet endroit-là, comme vous le dites, et puis de l'autre côté, on va élargir le droit de réunification des réfugiés avec les frères et sœurs. On va alléger ce qu'on appelle le délit de solidarité, bon, ce qui va plutôt dans l'autre sens. Non, il n'y a pas les outils pour faire face à la crise migratoire dans ce texte. Et pour cause, et c'est pour cela que je parle de sketch, et pour cause, c'est que nous sommes dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières nationales, qui ne maîtrise pas 80% de sa politique migratoire et d'asile, qui est décidée par l'Union européenne, sa jurisprudence, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence. Je rappelle par exemple que si la France demain, n'importe quel gouvernement voulait mettre fin au regroupement familial, ce serait interdit par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est un jeu de dupes. Voilà. Et moi je constate qu'il n'y a pas un député, que ce soit, vous avez cité la France insoumise, enfin l'extrême gauche, ou le Front National, de l'autre côté, ou les Républicains qui en ont fait des tonnes, ou tous ceux qui ont appelé un référendum sur l'immigration sans savoir ce qu'on mettait derrière. Ça, c'est LR, c'est Laurent Wauquiez. Oui, c'est ça. Mais pour faire quoi? Pour poser quelles questions? Et surtout, ces gens-là ne disent jamais que de toute façon, puisqu'ils soutiennent l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, ils sont bloqués, y compris en matière d'immigration. On va revenir à ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais puisque vous évoquez les frontières, il y a eu effectivement hier samedi et hier matin une manifestation du groupuscule Génération Identitaire. Une centaine de ces militants ont bloqué un col dans les Hautes-Alpes. Vous condamnez? Vous approuvez cette initiative? Non, je pense que ça sert le gouvernement, je vais vous dire. D'ailleurs, je constate que le gouvernement a été très mou, laisse faire. Qu'on ne me dise pas qu'une centaine de personnes peuvent arriver comme ça avec des hélicoptères, du matériel, sans que ce soit détecté à l'avance. Et qui finance en plus tout ça? C'est quand même extrêmement coûteux. Je parle d'hélicoptères, d'autres moyens, les grandes banderoles en anglais, là. Ça folklorise le débat. Ça rediabolise d'ailleurs ceux qui veulent limiter sérieusement l'immigration, ceux qui veulent aborder sérieusement ces questions, et humainement d'ailleurs, avec la question, je le disais, du contrôle des frontières nationales. Donc on a vu à la fin ensuite les antifas italiens arriver. Donc on a une espèce de combat folklorique entre des militants identitaires, des militants antifas. Voilà, formidable. Moi, je pense qu'en voyant ça, Macron applaudit. Il se dit, ça folklorise le débat. Pendant ce temps-là, les discours sérieux sur la reprise en main de notre souveraineté migratoire, nos frontières et tous les discours qu'on doit avoir aussi, les politiques qu'on doit mener en amont sur le co-développement, sur la gestion sur l'éradication des filières mafieuses. Donc pour vous, le vrai débat n'a pas eu lieu en fait? Eh ben non, il n'a pas eu lieu comme souvent. C'est-à-dire qu'on est passé à côté du grand sujet du fait que la France n'est plus souveraine. Et ça, personne ne l'a dit, y compris la France insoumise et le Front National. Et les patriotes le disent clairement avec leur proposition de Frexit, il n'y en a pas d'autre. Et ensuite, en ayant à la fin cette espèce de tarte à la crème, cette cerise sur le gâteau à la chantilly, avec ce combat folklorique entre les antifas et les générations identitaires. Alors, ce qu'on a vu aussi à l'Assemblée nationale, c'est le Front National mêler ses voix aux Républicains, au groupe LR, sur un certain nombre d'amendements, sur beaucoup d'amendements d'ailleurs, et finalement, Laurent Wauquiez, en remettant en cause le droit du sol, en voulant abolir l'aide médicale d'État et d'autres dispositions, avoir finalement un discours assez proche du Front National. C'est c'est concrètement une convergence, un début de rapprochement? Ça va favoriser leur union des droites, que certains appellent de leur vœu, quoique je crois côté LR, quasiment personne n'en veut. Thierry Mariani peut-être? Oui, mais parce qu'il n'est plus élu, donc je pense qu'il cherche un poste, un mandat. Donc vous pensez que ça ne se fera pas? Non, mais je veux dire, je dis ça un peu en plaisantant, mais non, je pense que ça ne se fera pas parce que le Front National est perçu comme infréquentable par une grande partie des Républicains. Mais ça veut dire surtout que les Républicains sont dans l'enfumage.
traditionnelle. Et que Laurent Wauquiez reprend la technique Sarkozy-Buisson, vous savez, inspirée par Buisson en 2007, où il avait promis également monts et merveilles sur la régulation de l'immigration et sur tant d'autres choses. Et puis au pouvoir, il n'a rien fait. Et il n'a rien fait, j'en reviens à ce sujet, il n'a rien fait parce qu'il est comme les autres soumis à l'Union européenne. Voilà. Donc on tourne en rond, dans des slogans inopérants, référendum par-ci, blabla anti-immigration par-là, blabla pro-immigration de l'autre côté. Et puis tout cela, ça ne sert à rien. Tout cela, ça ne sert à rien parce que les chiffres sont toujours les mêmes, ils progressent. Et la France regarde les migrants arriver et les filières clandestines se faire leur beurre sur cette immigration. On peut avoir l'impression quand même, à travers cette semaine de débat extensible sur le projet de loi Asile et Immigration, que le Front National, c'est en quelque sorte refait une santé, très présent à l'Assemblée nationale, même devant l'Assemblée nationale. Il y a eu un sondage la semaine dernière, on est aujourd'hui le 23 avril, hein, c'est l'anniversaire du premier tour de la présidentielle de 2017. Et dans un sondage IFOP, le Front National progressait encore de 2 points par rapport à son score de 2017. Finalement, vous l'avez peut-être enterré un peu vite, Marine Le Pen, non? Ah non, mais moi, j'ai enterré personne. Je dis simplement, permettez-moi de douter un tout petit peu de ces sondages, parce qu'il y a des choses qui sont réelles, qui sont les élections partielles, et dans lesquelles, systématiquement, depuis un an, le Front National est en très forte baisse. Voilà. Qu'on l'ait entendu sur l'immigration correspond à mon analyse. J'ai dit qu'il n'allait parler que de cela. Mais vous les avez entendus sur la défense du service public de la SNCF? Plus un mot. Rien. Nous, on était dans les manifs, on est dans les manifs, on défend le service public ferroviaire moderne, public, et nous sommes là face aux offensives du tout libéral. Vous les avez entendus sur la loi travail à l'époque? Il y a quelques mois, pas un mot. Vous les entendez sur l'accord qui va sortir, l'accord de libre-échange total entre l'Union européenne et le Mexique? Plus un mot. Non, alors immigration, oui, ils vont battre de l'air, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont organiser des manifestations devant l'Assemblée nationale où ils siègent, ce qui a un côté un peu amusant, mais c'est cette volonté de revenir en arrière et de se recentrer sur une thématique. Le Front National revient à ce qu'il était il y a une dizaine d'années. C'est pas avec ça, vous savez, que vous ferez une majorité. C'est pas avec ça que vous allez entraîner l'ensemble des patriotes français de droite et de gauche qui aiment leur pays et qui veulent un projet complet pour la France. D'un mot, donc 23 avril. Comment vous jugez le bilan d'Emmanuel Macron, 1 an de quinquennat pratiquement? De la communication, au départ... Il y a eu beaucoup de réformes quand même. Oui, il a appliqué docilement. Je lui ai dit la semaine dernière au Parlement européen. Je crois avoir été le seul à lui avoir dit ses vérités. D'ailleurs, il n'a pas aimé. Il m'a répondu tout de suite au Parlement européen, même si sa réponse était à côté de la plaque. Il applique docilement les réformes qui lui sont demandées. C'est tout. Loi travail, ouverture, libéralisation totale des services publics. Je veux dire, il n'y a aucune surprise chez Macron. C'est une application directe des volontés de l'Union européenne. Je le disais, on va ouvrir un nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique. D'un mot, et tout cela est catastrophique. Ouais. Pour le reste, il a une communication et il a de puissants réseaux derrière lui. On sent qu'il est très soutenu par des puissances d'argent. Et ça continue. Ça avait déjà commencé pendant sa campagne, ça continue. D'un mot, dans les sondages, effectivement, sa cote de popularité est assez haute, mais en même temps, il y a une majorité de Français qui estiment que sa politique est injuste. Vous comprenez effectivement Oui, elle est très injuste. Bien sûr qu'elle est très injuste. Quand vous baissez l'ISF de plus de 3 milliards pour les très riches et que dans le même temps, vous augmentez la CSG pour 60% des retraités et pour d'autres, vous créez une injustice, vous renforcez une injustice qui est déjà prégnante dans la société française. Même quand vous faites une réforme du service public du rail, qui est une réforme de casse, et que vous allez fermer des petites lignes, parce qu'on ne se mente pas, il y a bien sûr des petites lignes qui vont fermer. À partir du moment où vous faites primer la rentabilité sur le service public, on va fermer les petites lignes des gares, on va arrêter d'investir, vous créez de l'inégalité entre les territoires. Là, vous voyez, donc ça, c'est de l'injustice. Là, on rentre dans la 5e séquence, en quelque sorte, de grève à la SNCF et on a l'impression qu'il n'y a même plus l'ébauche d'un dialogue. L'intersyndicale a claqué la porte jeudi dernier des négociations avec la ministre Elisabeth Borne. La CFDT porte plainte aujourd'hui contre la SNCF sur le comptage des jours. Comment vous considérez la gestion de ce dossier, non pas de la réforme, mais de cette grève par le gouvernement? Mais moi, je soutiens les cheminots. Clairement, je n'ai pas de pudeur. Je sais que c'est très pénible pour tout le monde, mais il faut choisir son camp à un moment. Voilà, c'est tout. Donc je soutiens les cheminots et au-delà d'eux, tous ceux qui se battent pour le service public du rail. Je n'ai pas envie de tourner autour du pot. Pour le reste, on est dans une démocratie malade. Moi, j'ai dit depuis le départ, malheureusement, je pense que le gouvernement ne peut pas céder.
Il ne veut pas, il ne peut pas céder, parce que céder, ça voudrait dire refuser d'appliquer la transposition d'une directive européenne, ça voudrait dire créer une crise avec l'Allemagne et avec la Commission de Bruxelles. Vous voyez franchement Macron ouvrir une crise avec Angela Merkel et avec Juncker, alors qu'il ne cesse de leur faire des bisous le reste de l'année. Enfin, tout cela, on voit bien qu'il ne le fera pas. C'est le signe que nous sommes dans une démocratie autoritaire. Ça n'est pas une démocratie normale, avec un dialogue social normal, où les grèves peuvent aboutir, où on peut avoir un dialogue, parce qu'on est face à un gouvernement qui, en fait, n'a pas les manettes, n'a pas le manche. Donc, on est dans un dialogue de sourds, un dialogue terrible, et ça mène à ces blocages. Les blocages sont partout dans la société française. On mettra fin à ces blocages si on retrouve une vraie démocratie. Bon, démocratie autoritaire, quand on regarde un peu en Europe, on peut avoir un point d'interrogation. Mais je voudrais conclure par une question. Une autorité non élue qui décide, ça n'est pas démocratique. Par une question quand même qui n'a rien à voir. Vous allez faire une conférence de presse avec Geneviève de Fontenay. C'est un attelage un petit peu surprenant aujourd'hui, non? Oui, j'ai entendu son appel. Alors Geneviève ne rejoint pas les Patriotes, mais nous avons décidé effectivement, moi j'ai décidé de soutenir son appel à une grande manifestation, à ce qu'il y ait du monde dans la rue, les infirmières, tous ceux qui se battent pour le service public, les paysans, les jeunes, les cheminots, les policiers, les gardiens de prison, le 1er mai bien sûr, qui rejoignent les cortèges près de chez eux, qu'on y aille. C'est une personne sincère, on aura des divergences sur certains points, mais au moins son combat social n'a jamais varié. Son combat contre les injustices. Donc on vous verra bras dessus avec Geneviève de Fontenay. Je ne sais pas si on sera bras dessus, bras dessous, mais en tout cas, c'est une personne sincère qui n'a rien à attendre, ni argent, ni mandat. Donc elle fait ça avec ses tripes, avec son authenticité. Je préfère ça que les petites combines politiciennes. Et j'ai donc répondu favorablement à son appel. On fait une conférence de presse tout à l'heure. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous.